Bienvenue dans Face à l'élite, votre rendez-vous de chaque semaine. Aujourd'hui, nous recevons un membre de la coalition C64 pour revenir aux origines de cette coalition. Pourquoi a-t-elle été créée? Quelle est sa mission? Quelles actions a-t-elle déjà posées sur les terrains? Et surtout face aux accusations qui la présentent comme étant proche de Joseph Kabila. Il s'agit de Mathieu Luboya, président national du parti politique La Conscience Nationale, coordonnateur exécutif national adjoint du parti de Jean-Marc Abound, signataire de la déclaration du 19 mai de la C64. Il est déjà là sur le plateau. Bonjour et bienvenue. Merci. Je voudrais quand même corriger. Je suis coordonnateur exécutif national de la coalition de la gauche congolaise, qui est une plateforme qui regorge les partis politiques, les associations, les personnalités. Et cette plateforme est dirigée par l'honorable Jean-Marc Abound, mais président de mon propre parti, et signateur de la déclaration du 19 mai qui crée la C64. Et sinon, on n'entend presque plus de la coalition de la gauche. Mais la coalition de la gauche congolaise a été dans la dynamique même de ce que nous avons comme grande plateforme qui regorge tout ce que vous avez à l'intérieur comme parti politique, comme grand leader. Et c'est une plateforme qui fonctionne, qui est là, qui vit et qui porte de fruits. Chaque jour, nous avons plus de la C64. Non, chaque jour, nous avons de partis politiques qui viennent adhérer. Nous avons également des personnalités politiques qui viennent adhérer, ainsi que les associations. Donc, c'est une plateforme politique qui vit chaque jour et qui produit ses effets. Monsieur Mathieu Luboya, vous êtes l'un des signataires de la déclaration du 19 mai de la C64. Pourquoi cette coalition a été créée, d'abord? Quel était l'objectif? La coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel. Lorsque vous regardez l'article 64, il y a des alinéas. Le premier alinéa dit ceci, que tout Congolais doit faire échec à toute personne, individu ou un groupe d'individus qui veulent prendre le pouvoir par la force ou qui exercent le pouvoir en contradiction avec les règles constitutionnelles. Ça, c'est le premier alinéa. Les seconds alinéas parlent évidemment de tentative de renversement du régime constitutionnel ou un coup d'État, putsch constitutionnel. Toute personne qui irait dans le sens de pouvoir renverser le régime constitutionnel ou l'ordre constitutionnel est également dans la situation de pouvoir faire face à notre coalition. Donc cette coalition a été créée évidemment pour faire respecter l'ordre constitutionnel. Vous savez, les 6 mai, M. Tshisekedi, bien avant, mais je parle de la décision directe de créer la C64, c'est après sa conférence de 6 mai, où il dit que si la population me demandait d'exercer un 3e mandat, je n'hésiterai pas. Or, nous savons qu'il y a les règles constitutionnelles qui sont intangibles. Ces règles portent évidemment sur les mandats, les durées de mandat, et ça porte également sur la forme de l'État, ce qui est versé dans l'article 220. Et donc, on voit un Tshisekedi qui veut aller au-delà de ce qui est intangible en disant culper, avoir ce 3e mandat. Cela veut dire exactement aller en l'encontre de règles constitutionnelles. Donc, vous l'avez dit, si la population... Oui, mais il voulait faire seulement la volonté de la population. Non, la population congolaise ne peut s'exprimer que sur la base des règles établies. Or, la constitution de notre pays, qui a été votée par le même peuple, ne donne pas la possibilité à un homme politique d'aller au-delà de 3 mandats. Donc, M. Tshisekedi est à son 2e et dernier mandat. Il ne peut pas aller dans un référendum, parce que pour que le peuple se prononce, il faut aller dans un référendum. Et dans les cas qui est celui de M. Tshisekedi, on ne peut pas aller poser la question à la population de savoir s'il faut lui octroyer un 3e mandat. Donc, le 9 mai, les leaders que vous retrouvez dans le présidium de la C64 se sont réunis et ils ont mis en place la première structure, après le présidium, le secrétariat technique opérationnel de l'opposition, pour réfléchir évidemment comment faire plier M. Tshisekedi dans cette dérive dictatoriale, mais surtout dans cette dérive de putsch constitutionnel. Et sinon, quand la 64 est née, quel a été l'objectif? C'était comme une plateforme, comme un parti politique? Comment on peut les définir? Non, c'est une plateforme de combat,
une plateforme de résistance, mais une plateforme également citoyenne qui a comme objectif faire en sorte que l'ordre constitutionnel soit respecté. Et cela passe par des actions que nous appelons des actions citoyennes, des actions pacifiques pour faire plier les régimes. Et c'est ce qui fait que lorsque nous faisons la déclaration le 19 mai à Boboto, juste après, nous organisons la première action politique, celle de la ville morte, qui a été une réussite totale, où nous avons vu que la population a suivi le mot d'ordre qui avait été lancé par la coalition article 64. Et ensuite, il y a eu la deuxième action que nous avons menée, qui c'était l'action qui portait essentiellement sur l'organisation d'un sit-in au Palais du Peuple, parce que la loi qui vous connaissez, qui a été déjà votée, qui d'ailleurs est entrée au Parlement, était en train d'être traité, et dans les dispositions de cette loi, il y avait donc opportunité pour M. Tshisekedi de faire en sorte qu'il organise les choses de manière à ce qu'il soit à même de pouvoir briguer le troisième mandat et surtout avoir un mandat à vie. Donc nous avons organisé cette action le 12 juin, allais-je dire, et cette action a été réprimée dans le sang. Et il y a des leaders qui ont été blessés, entre autres notre leader de la coalition de la gauche congolaise, l'honorable Jean-Marc Abunda Kaboun, des gens qui sont morts, il y a des gens qui ont été blessés, de voitures caillassées. Tout ça parce que vous avez mal commencé, vous? Non, je pense que nous avons, dans un État qui se veut démocratique, les actions qui sont autorisées à pouvoir fonctionner, c'est des actions pacifiques et citoyennes. Et cette action que nous étions en train de mener, c'était une action citoyenne et pacifique pour dire non à cette loi qui était en traitement au niveau du Parlement. Et en notant bien sûr vos militants avec des machettes, parce que nous avons vu des photos circuler, des vidéos non, de militants. Il y a par contre des rapports qui ont été rédigés, publiés, des organisations internationales qui ne disent pas ce que vous dites, qui disent qu'il y avait à côté de la police nationale congolaise une milice organisée et une milice alimentée par un parti au pouvoir, l'IDPS. Cette milice, vous la connaissez, c'est la Force du Progrès. Donc tous les rapports qui ont été rédigés font état évidemment de cette présence-là, de cette milice et d'une police qui agissait en connivence, en complicité avec cette milice qui a à la fois été dans la brimade, était dans la violence. On a vu des gens blessés, des gens, des sièges de partis politiques assiégés, et brutalement des gens ont été enlevés, des arrestations arbitraires. Et ça a été relayé par les organisations internationales, d'ailleurs autonomes, et par un rapport que nous avons également produit, le rapport qui a été produit par notre organisation, la C64. Et pourquoi d'abord vous n'avez pas respecté d'abord les consignes d'aller à terrain à ce qu'on vous avait donné? Mais regardez, il ne faut pas qu'on prenne des gens pour des idiots. Vous avez une loi qui est traitée au niveau du Parlement, et nous sommes dans un régime qui est un régime d'information, ce n'est pas un régime d'autorisation. Donc nous avons écrit, étant respectueux de règles constitutionnelles, pour que nous puissions arriver au Parlement, qui est d'ailleurs un Parlement du peuple, qui n'est pas un Parlement de M. Tshisekedi, pour évidemment exprimer notre ras-le-bol, mais surtout déposer le document que nous avions de dire non à cette loi-là. Mais on nous demande d'aller à un endroit qui n'a rien à voir avec le Parlement pour aller y faire quoi? Pour aller chanter? Non. Nous avons dit, nous allons là où les députés vont siéger, et je pense qu'il n'y avait pas nécessité de mener une violence aussi extrême comme on l'a vu le 12 juin, avoir des gens qui avaient de machettes. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont organisé des réunions avant le 12 et qui avaient passé la nuit dans les alentours, les encablures du palais du peuple pour évidemment mener ces actions de terreur, ces actions de la tyrannie du régime Tshisekedi. Et sinon, parmi ces principales actions menées sur les terrains, lesquelles déjà, à part les 2 marches que vous venez de nous citer? En fait, nous avons après projeté une autre activité qui devrait avoir lieu le 8 juillet. Et cette action n'a pas eu lieu pour la bonne et simple raison que nous avons reçu une invitation. La C64 a reçu une invitation venant de M. Évariste Ndayishimiye, qui est président en exercice de l'Union africaine et qui est également président du Burundi, qui était ici à Kinshasa et qui avait rencontré M. Tshisekedi et avec qui ils ont échangé sur la situation en République démocratique du Congo, plus particulièrement dans la partie est
où évidemment les intérêts du Burundi semblent aussi avoir un choc sur le plan sécuritaire. Et donc je pense qu'il était pour lui l'occasion de parler avec M. Tshisekedi pour voir, mais est-ce qu'il faut laisser la situation au-delà de l'Est pourrir au niveau de Kinshasa, ou il faut stopper cette action en trouvant une solution plus pacifique qui permette à ce qu'on puisse résorber la crise. Et c'est comme ça que nous recevons cette invitation. Nous allons au Burundi et nous disons dans notre déclaration avant d'y aller que nous répondons de manière responsable à cette invitation pour écouter, pas pour annuler notre marche, mais pour écouter et ensuite revenir répondre à nos activités si on n'obtient pas évidemment gain de cause par rapport à la lutte que nous avons du respect de l'ordre constitutionnel. Et donc quand nous arrivons au niveau de Burundi, le président burundais nous fait comprendre que est-ce qu'au-delà de marches qui pourraient éventuellement profiter à l'ennemi, avec tout ce que nous connaissons comme mouvement à Kinshasa, est-ce qu'il n'y a pas une autre voie qui peut être exploitée? Nous avons dit, avant la création de la C64, nous parlions du dialogue que vous évoquez, parce que c'est lui qui évoque la question du dialogue. Il dit, est-ce que le dialogue ne peut pas être, en fait, ces moyens par lesquels vous pouvez passer pour essayer de trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans votre pays? Nous disons, nous avons toujours parlé du dialogue. C'est M. Tshisekedi qui a toujours refusé les dialogues. C'est comme ça qu'il dit, il fera rapport à M. Tshisekedi sur l'opportunité d'organiser un dialogue en République démocratique du Congo. Donc nous rentrons de Burundi. Il y a donc cette restitution de ce que nous avons eu comme échange avec M. Ndayishimiye, président du Burundi, mais président de l'exercice de l'Union africaine. Et c'est comme ça que la marche du 8 juillet a été donc reportée pour le 22 juillet. Et avant le 22 juillet, M. Tshisekedi a demandé à rencontrer les prélats catholiques et les représentants de l'ECC pour leur dire je suis ouvert à un dialogue qui soit national, un dialogue qui soit inclusif. Et les prélats sont venus nous voir, les pasteurs, pour nous dire, bon, il est finalement ouvert au dialogue, est-ce que vous marchez ou vous ne marchez pas? Parce qu'il faut dire que c'est pas la lutte directe, c'est pas le dialogue. Le dialogue, c'est un moyen par lequel la C64 voudrait arriver à faire respecter l'ordre constitutionnel, parce que j'entends les gens dire que, bon, est-ce qu'il s'est battu pour le dialogue? Non. Quand on est dans un pays, il faut avoir la trajectoire historique de ce pays. Les actions que M. Tshisekedi pose actuellement, de changer la Constitution, ont été des actions qui, par le passé, ont été aussi posées par M. Kabila, qui voulait changer de Constitution, qui voulait avoir un mandat, un troisième mandat, et qui voulait avoir une présence pérenne au sommet de l'État. C'est comme ça que, à la rencontre de la Saint-Sylvestre, une résolution, et la toute première pour avoir la discussion sur les autres éléments, était pas de troisième mandat, pas de changement de constitution. Et donc le dialogue a toujours été pour nous, et ça allait l'être pour nous, l'occasion de dire à M. Tshisekedi qu'il n'y a pas de troisième mandat, il n'y a pas de changement de constitution, il n'y a pas de mandat à vie. Et c'est comme ça que nous disons, s'il ne le convoque pas dans un délai que nous avions donné jusqu'au 15 août, si on ne décrispe pas la scène politique, si on ne libère pas un certain nombre de prisonniers, si on ne remplit pas un certain nombre de conditions qui sont en réalité des conditions de bonne foi pour que nous puissions avancer, la C64 reprendra ses activités pacifiques et citoyennes. C'est ce que nous avons fait récemment en disant à la population congolaise, rendez-vous le 15 septembre au Palais du Peuple. Le 15 septembre au Palais du Peuple. Je crois que nous allons y arriver. Mais sinon, en fait, j'avais une question sur cette question. Il y a des accusations de personnes qui pensent que la C64 est soutenue en coulisses par l'ancien président Joseph Kabila. Qu'est-ce que vous répondrez à cette question? Moi, je pense que dans notre pays, on doit pouvoir apprendre. Lorsque on avance un argument, on avance également de preuves de cet argument. Il ne faudrait pas que les gens s'expriment sans preuve, simplement pour vilipender. Lorsque vous demandez la présence à ce dialogue de Kabila, des Nanga, ce n'est pas des choses qui poussent aux gens de penser cela. Moi, je veux être plus pragmatique. Je veux que les gens soient sérieux. Lorsque M. Tshisekedi appelle les prélats catholiques, discute avec le prélat catholique et leur confie la mission de la médiation en interne, il s'exprime
pour un dialogue qui doit être un dialogue national, c'est-à-dire c'est un dialogue des nationaux. Ensuite, si c'est un dialogue de nationaux, ce dialogue doit avoir un caractère qui n'est pas exclusif, c'est-à-dire qui n'exclut pas d'autres groupes de Congolais des nationaux. Donc, il veut un dialogue qui est à la fois national, il veut un dialogue qui soit à la fois inclusif. Et le mot inclusif ne voudrait pas qu'on soit fixiste. Moi, je ne veux pas entrer dans le débat fixiste où des gens citent les noms de gens. Mais pourquoi les gens ne citeraient pas le nom de Mathieu Lubuya? Pourquoi les gens ne citeraient pas le nom de Jean-Marc Aboun? Je pense qu'il ne faut pas qu'on reste fixiste. Il faut qu'on soit beaucoup plus lucide, qu'on se dise le mot inclusif. Le mot, c'est un mot français. Il a son contenu, il a sa magie, c'est la participation de tout le monde. Alors, qu'on aille à faire un débat sur le nom de gens, en tout cas, moi, je pense que c'est pas très élégant. C'est pas très élégant. Alors, qu'est-ce que vous cherchez si on partait sur ce dialogue? Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Bon, vous savez, la coalition, parce que là, je veux parler à la fois, j'ai plusieurs casquettes ici. La coalition, article 64, travaille pour le respect de l'ordre constitutionnel. Le respect de l'ordre constitutionnel veut dire plusieurs choses. La première chose qu'on doit pouvoir retenir du respect de l'ordre constitutionnel, ça veut dire que tous les articles de la Constitution doivent produire leurs effets. Et dans ces articles, on retrouve des articles qui parlent de la souveraineté nationale, qui parlent de l'intégrité territoriale de notre pays. On ne peut pas comprendre qu'on est dans un pays qui est sous occupation et avoir des effets produits par la Constitution tels que la Constitution le veut. Parce qu'aujourd'hui, on a des administrations parallèles. Et donc, les dialogues vont pouvoir remettre sur le rail cet ordre constitutionnel en faisant respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale de notre pays. Ensuite, nous avons d'autres violations. D'autres violations qui sont des violations déjà en termes de projets, des projections qui sont des projections émises par M. Tshisekedi. Lorsqu'il s'exprime devant le peuple, il dit que les élections ne vont pas se tenir en 2028. Or, nous savons clairement que les mandats, ce n'est pas des mandats qui sont des mandats à vie, ce sont des mandats qui sont des mandats qui restent dans le cadre du calendrier constitutionnel. Et donc, M. Tshisekedi, qui est à son dernier et deuxième mandat, quitte le pouvoir en 2028. Coûte que coûte. Donc, quand on arrive le 16 décembre 2028, il quitte le pouvoir. Et donc, ça, on doit pouvoir le dire dans le dialogue. Et ça doit être clair. Mais également, il faut qu'on abandonne cette politique de vouloir créer une crise politique grave en mettant en place une campagne contre la Constitution. M. Tshisekedi a prêté serment sur cette Constitution et il a dit dans ses serments qu'il doit pouvoir protéger la Constitution contre ceux qui peuvent travailler contre celle-ci. Et donc lui-même, en mettant en place une campagne, des gens d'ailleurs qui d'autres n'ont pas la latitude de s'exprimer sur des questions comme celle-là, on voit des pasteurs qui font l'apologie de la mort et du meurtre, qui parlent du changement de la Constitution et qui parlent de tueries des opposants, des assassinats des opposants, pourvu que M. Tshisekedi arrive au pouvoir. Et donc le dialogue va nous permettre évidemment d'aborder ces questions et de cheminer vraiment vers l'organisation des élections dans le délai constitutionnel, comme la Constitution le veut, et de faire en sorte que soit préservée cette Constitution qui est un pacte républicain que nous avons signé à Saint-Titi et qui a mis notre pays sur la voie. Le premier bénéficiaire de cette Constitution, c'est M. Tshisekedi. Les premières élections que nous avons eues qui ont permis à ce que nous ayons l'alternance pacifique au sommet de l'État, c'est les élections qui ont amené M. Tshisekedi au pouvoir. Le tout premier bénéficiaire, mais qui, lorsqu'il arrive au pouvoir, travaille pour se mettre en rébellion contre cette Constitution. Et donc, c'est des questions comme ça que nous pourrons évidemment vider lorsque nous serons autour d'une table dans un dialogue. C'est ça la vision de la C64. Mais maintenant, s'il faut parler de notre vision comme parti politique conscient national CGC, on ne va pas vraiment faire une émission sur le cahier des charges ici, mais je pense que le Congo, aujourd'hui, court un grand danger, les dangers de la balkanisation, les dangers que nous avons, c'est les dangers de la désunion nationale qui a été systématiquement créée par le pouvoir Tshisekedi, et ça, je pense que le dialogue va pouvoir nous permettre de pouvoir le résoudre. Dans vos dires, vous accusez Tshisekedi de ne pas respecter la Constitution. Alors, je vous pose la question de savoir si vous-même,
de la C64, l'opposition, vous respectez la justice congolaise? Parce que cette question de la Constitution passée par la Cour constitutionnelle, est-ce que vous respectez d'abord ce que dit la loi congolaise? Mais la justice. Vous savez, cette Cour constitutionnelle, elle est une Cour constitutionnelle et M. Tshisekedi. Ça, c'est un. Et deux, si vous parlez de la justice, la toute première personne, à part nous, qui parlons de cette justice malade, c'est Tshisekedi lui-même qui n'a jamais cru en cette justice. Vous savez, je vais ouvrir une petite parenthèse. La loi quitte le Parlement, va vers Tshisekedi, il avait deux choix. Soit de la promulguer, évidemment pour créer cette scission au sein de la population, scission nationale, soit de retourner cette loi au niveau du Parlement. Mais il a pris la décision de renvoyer cette loi au niveau de la Cour constitutionnelle. Sa Cour constitutionnelle, évidemment, qui a dit que cette loi était conforme à la Constitution, mais qui a émis des réserves. 13 articles ont été dans ces réserves d'interprétation. Et qui a demandé que cette loi soit promulguée, mais elle est au Parlement actuellement. Vous comprendrez que nous on n'a rien à faire. Vous trouvez ça louche? Ah non, mais vous savez, c'est ce qui devait renforcer ce projet. Il n'a jamais abandonné ce projet de changer la Constitution. Et c'est comme ça que, comme la loi est au niveau du Parlement, c'est une patate chaude qui était entre ses mains. C'est comme ça que nous devions aller dans une marche vers le palais de la Nation pour exiger sa démission. Maintenant que cette patate chaude est au niveau du Parlement, nous serons les 15. C'est la rentrée parlementaire. Nous allons, d'ailleurs, les débats au niveau du Parlement sont de nature à être des débats publics. Nous serons là pour saluer les députés, pour leur dire, bon, nous sommes là. Cette loi ne passe pas. Donc, le 15 décembre, dans plusieurs parties de la ville de Kinshasa, les Congolais vont partir de plusieurs points de rassemblement, direction Palais du Peuple, pour saluer d'abord les députés. Et ensuite, pour leur dire, cette loi ne passe pas. Ces projets doivent être abandonnés. Vous ne vous fatiguez pas. Déjà, l'ultimatum du 15 août a été presque un échec. Et maintenant, vous nous annoncez encore une autre marche, le 15 septembre. Qu'est-ce que vous espérez vraiment vous savez, quand on vous donnait un ultimatum et que le délai est atteint, vous savez, le vrai jeu politique commence juste après l'ultimatum. C'est ce qui est intéressant en stratégie politique. Parce que ce qui va faire en sorte qu'il y ait véritablement rapport de force sur le terrain, c'est évidemment les actions que vous allez mener après l'ultimatum. Le 15, c'est ce qui va arriver. Et si avant le 15, là, tu sais qu'il dit annonce, parce qu'il a bien dit au Gabon, il a montré sa volonté d'organiser ces dialogues. Il a même dit que non, ces dialogues sera différent. Et s'il venait à choisir une date avant le 15. Vous êtes prêt à laisser tomber cette par contre, en suivant M. Tshisekedi, j'ai remarqué qu'il a parlé d'un mot. Il a dit on ne peut pas diriger ce pays sans cohésion nationale. Mais je me demande s'il met le même contenu dans ce mot, cohésion nationale, comme nous. Parce que pour nous, la conscience nationale, la CGC, nous pensons que la cohésion nationale ne peut exister que lorsqu'il y a 3 phases ou lorsqu'il y a 3 mots qu'on doit pouvoir retrouver. Il y a d'abord ce que j'appelle le compromis, ensuite la confrontation, ensuite les dialogues. Lorsque vous voulez parler de la cohésion nationale, d'abord vous devez partir de l'idée que les Congolais ne mettent pas au même niveau. C'est-à-dire qu'il y a des contradictions et qui sont des contradictions qu'il faut accepter absolument. Et ensuite, de ces contradictions qu'il faut accepter, vous allez pouvoir vous mettre autour d'une table pour trouver un consensus. Le consensus, c'est le compromis politique. Et le compromis politique ne peut être trouvé qu'à travers les dialogues. Mais s'il faut mettre dans le mot cohésion nationale l'idée, parce que tous ces gens qui bougent là de l'Union sacrée de l'IDPS, en fait, on a l'impression que pour eux, la cohésion nationale, ça veut dire tous les opposants se regroupent et se mettent derrière Tshisekedi contre un groupe de Congolais qui ne seraient pas d'accord avec Tshisekedi. Là, la cohésion nationale n'a pas son sens. La cohésion nationale, c'est d'abord la contradiction entre le Congolais sur beaucoup de questions de société. Ensuite, de ces contradictions vont naître un compromis.
et de ce compromis vont être une solution. Mais pour qu'on arrive au compromis, il faut absolument qu'il y ait un dialogue qui ne soit pas exclusif, qui soit un dialogue inclusif, où seront abordées les questions qui sont des questions contradictoires entre Congolais. Monsieur Luboya, si aujourd'hui, le pouvoir, tu sais qu'il ne cède pas, malgré vos menaces, malgré le marche, est-ce que vous avez un plan B? Nous n'avons pas de menace contre Tshisekedi. Vous savez, M. Tshisekedi, par rapport à nous, opposants, nous n'avons pas un temps. Nous, en 2028, on est là. 2029, on est là. Mais c'est lui qui a un temps. En 2028, il va perdre tout, le peu qu'il a aujourd'hui. Parce que nous avons deux démissions. La démission que nous l'exigeons, c'était une démission volontaire qui est constitutionnelle d'ailleurs. C'est-à-dire le président peut quitter par démission, etc. Mais maintenant, en 2028, il n'y aura plus de démission volontaire. Il y aura une démission immédiate. Et là, vous choisissez de partir d'aller à ce dialogue pour exiger sa démission ou juste pour... Non, au dialogue, c'est autre chose. Nous, l'option de la démission de Tshisekedi repose essentiellement sur le fait qu'il a trahi son serment constitutionnel. Et je veux ouvrir une parenthèse. Vous savez, aujourd'hui, les gens ne savent pas que dans le pays, il y a des crimes qui sont des crimes politiques. Des crimes politiques parmi lesquels on retrouve le coup d'État, on retrouve la rébellion, on retrouve l'insurrection, la sédition et que sais-je encore. Et dans les coups d'État, il y a pas simplement des coups d'État militaires, il y a aussi des coups d'État qui sont des coups d'État constitutionnels. Et c'est des crimes politiques. Lorsque vous êtes voté, peu importe la manière avec laquelle il a été voté, une élection d'un jour qui s'est transformée en 7 jours, mais de fait président de la République démocratique du Congo, il prête serment sur la Constitution, respecter les règles constitutionnelles, défendre la Constitution contre ceux qui pourraient éventuellement travailler contre cette Constitution et mettre en place une campagne qui va en rébellion contre cette Constitution, la traitant même de chiffon. Mais vous savez que c'est un crime politique. Et tu sais qu'il y a combien de crimes politiques? Mais c'est un crime politique. C'est un crime politique. On ne peut pas aller en rébellion contre la Constitution. Il a prêté serment sur cette Constitution, l'a respectée et l'a fait respecter. Maintenant, qu'on nous dise qu'il y a des menaces, non, moi je ne pense pas qu'il y a des menaces. Moi je pense qu'il y a des évidences. Nous avons un pouvoir qui veut s'éterniser et qui veut avoir un mandat à vie. Et nous avons une opposition qui travaille aux côtés du peuple qui veut absolument faire respecter cette Constitution. Et je peux vous assurer que cette Constitution sera respectée. M. Tshisekedi n'aura pas un troisième mandat. Il n'aura pas un mandat à vie. Et il va quitter le pouvoir en 2028. Ça, c'est au moins des choses sur lesquelles je suis tout à fait à l'aise parce que ça, c'est la Constitution de notre pays et le peuple va pouvoir travailler dans ce sens pour que cette Constitution soit La Constitution de notre pays, si c'est le Massi, n'est pas changée. Non, elle ne sera pas changée. Elle ne sera pas changée. Vous savez, Tshisekedi, d'ici, il avait vraiment... il pouvait la changer, il allait la changer. Mais là, je vous dis, les 15, attendons voir ce qui va arriver. Parce que les 15, nous allons faire comprendre à ceux qui doivent maintenant faire ce qu'on appelle la deuxième délibération, intégrer les articles interprétatifs que le peuple, que la démocratie c'est le pouvoir du peuple, par le peuple pour le peuple. Que le Parlement est le Parlement du peuple. Que la justice est rendue au nom du peuple. Et que ce peuple est contre ce qui se passe, et contre le coup d'État, et contre le fait de briser le pacte républicain qui nous a sortis des ères Mobutu, des ères de la guerre, parce que la Constitution, c'est toute une histoire qui part de Mobutu jusqu'au niveau de produire cette Constitution. Il y a eu des guerres et des gens qui sont morts. Pour que nous arrivions à ces pactes républicains, il ne faudrait pas que celui qui a été les premiers bénéficiaires brise cet élan d'alternance au sommet de l'État, brise tous les acquis de la démocratie, tous les acquis de la production de cette constitution. Il ne faudrait pas absolument que ça arrive, et ça n'arrivera pas parce que il y a un gardien, et c'est nous, la C64, les gardiens de cette constitution. Gardien. Ouais. Et vous dites que non, vraiment voir ce qui va se passer le 15. Est-ce que vous sentez vraiment capable de mobiliser la population congolaise, quinoise en particulier, à respecter votre date? Mais quand vous... Pendant que nous avons vu Fayulu, il est où à ce moment? Non, je ne voudrais pas faire ces débats autour des individus, surtout pas, mais je voudrais vous dire, quand vous avez une organisation politique, comme la C64, qui lance un mot d'ordre de
la ville morte pour une population de plus de 100 millions d'habitants et que les gens soient à la maison, on n'a pas à poser à cette organisation la question, c'est elle a le moyen de mobiliser. Donc nous avons le moyen de mobiliser. Ça, c'est un thermomètre. Et les 3 juin, nous avons eu ces thermomètres. Le 12 juin, c'était la deuxième activité. Et donc nous n'avons que faire des questions que les gens du pouvoir posent simplement pour se faire plaisir. La C64 est un rouleau compresseur, c'est une machine politique, et le 15 septembre, à travers le pays et surtout à Kinshasa, notre population va marcher pour dire non à cette loi, pour le rejet de cette loi, et pour que le pays se mette sur le bon rail et pour son avancement. Depuis la création de la C64, qu'est-ce que vous avez déjà obtenu concrètement? Mais vous savez, la C64 a obtenu d'abord le fait que M. Tshisekedi par le passé disait « je peux dialoguer, je ne dialoguerai pas ». Aujourd'hui, il parle de dialogue, hein. C'est pas nous. Hein. C'est une victoire pour vous. Je ne dis pas que c'est une victoire, mais je dis qu'aujourd'hui, nous avons avancé. Même si ce n'est pas ce que nous voudrions vraiment obtenir, c'est vraiment ce que nous voulons obtenir, c'est le rejet ou le retrait de cette loi. Nous avions, dans ce pays, tout le monde disait opposition LPT. C'était une opposition qui... Attendez, non, mais de quel PT on n'en parle plus. Hein. Maintenant, on dit que c'est une opposition qui est financée, tout ça, on ne dit plus l'opposition à PT. Ça, il faut vérifier, on n'en parle plus. Parce qu'aujourd'hui, cette opposition qui était simplement au niveau national, on en parle au niveau international actuellement. C'est une opposition qui est écoutée, qui est une opposition qui a le peuple derrière elle. C'est une opposition qui fait peur. Et là, c'est vous qui les dites. Hein. Non, c'est les faits qui les disent. Si Tshisekedi était encore dans sa philosophie de l'opposition à PT là, je vous dis qu'il aurait déjà promulgué la loi. Il veut absolument gagner du temps, je sais, parce que absolument cette constitution ne sera pas changée. Il veut gagner du temps parce qu'il sait que si nous allons dans un dialogue politique, première chose, pas de changement de constitution, élection dans le délai, et en 2028, il part. Il va gagner un peu du temps, il va gagner un peu du temps, c'est ça. Mais aujourd'hui, la question que nous devons nous poser, quelle est sa responsabilité morale en voulant gagner du temps? Parce qu'aujourd'hui, nous avons un pays qui est sous occupation et dans ce... Selon vous, il veut gagner du temps, selon vous? Absolument. Cette rébellion, cette crise sécuritaire, politico-sécuritaire, parce que moi, j'ai fait la différence, personnellement, j'ai fait la différence entre une crise qui est sécuritaire tout court et une crise qui est politico-sécuritaire. Parce qu'une crise sécuritaire, c'est ce que nous voyons dans Kinshasa, on tue les gens partout, les gens sont... vous voyez, tout, quand c'est sur le réseau, c'est l'insécurité généralisée, et ça c'est une crise sécuritaire, qui est d'ailleurs mal gérée par les autorités au niveau national et au niveau de Kinshasa. Mais une crise politico-sécuritaire, c'est au-delà de la rébellion, la sédition, et c'est que vous avez l'insurrection, nous avons des rebelles qui organisent des administrations parallèles et qui administrent et qui gèrent les ressources, etc. Et ça... Ces gens qui sont à l'Est, ça leur profite parce qu'ils sont là, ils occupent des pans entiers qui ressemblent à des pays, à dimension de pays. Et tu sais que d'ici, il s'est dit, bon, moi j'ai l'Ouest, si les choses continuent comme ça, moi aussi je continue de ce côté. Et donc, c'est une balkanisation de fait. C'est comme ça que nous disons que la situation que nous avons actuellement ne profite qu'à ces deux camps, les camps de Tshisekedi et les camps de ceux qui sont à l'Est du pays. Mais ce que nous voulons, c'est que la sécurité soit pour tous, que le pays retrouve sa cohésion nationale, retrouve son unité et sa souveraineté totale, et que chaque Congolais tire les dividendes de son appartenance comme Congolais. Voilà. Et vous accepterez quand même d'aller à ces dialogues si vos conditions, Tshisekedi n'accepte pas, et les conditions de Tshisekedi, vous aussi, vous n'acceptez pas. Vous allez quand même partir. Non, mais la première condition est qu'il faut que nous ayons un dialogue qui soit un dialogue inclusif. Je ne vois pas comment Tshisekedi va se dédire encore. Bon, c'est très normal qu'il le fasse parce que c'est quelqu'un parfois qui se dédie et qui très souvent le fait et il ne respecte pas sa parole. Très souvent, il peut se dédire et dire qu'il veut un dialogue qui soit exclusif, mais si le dialogue est exclusif, nous, la coalition de la gauche congolaise, et là je parle en tant que membre de la coalition de la gauche congolaise, nous n'allons pas prendre part à un dialogue comme ça, qui ne va pas résoudre les questions de fond. Il faut que le dialogue soit inclusif. Ensuite, il faut créer... C'est inclusif, à quel point? Mais inclusif, il n'y a pas de point pour l'inclusivité. L'inclusivité veut dire... Kabila Nanga doit
impérativement prendre part à ces dialogues? Ça veut dire tout Congolais qui, d'une manière ou d'une autre, peut apporter une solution à la crise ou qui est un acteur dans ce qui arrive, parce que M. Tshisekedi est une partie au problème. Hein. M. Tshisekedi n'est pas totalement sain. M. Tshisekedi a les leviers constitutionnels qui pouvaient lui donner la possibilité de mater la rébellion, etc. Il avait les leviers de bien gérer ce pays, ce qu'il n'a pas fait, la mauvaise gouvernance continue, la corruption, la conclusion, les tribalismes et les autres maux qui gangrènent la société congolaise. Donc lui n'est pas aussi sain. Et ceux qui ont pris les armes et qui ont estimé que pour mener une lutte politique, il fallait absolument prendre les armes, et ceux qui n'ont pas pris les armes, ceux qui sont dans la société civile, moi je parle de tout ce groupe qui doivent se retrouver, congolais, autour d'une table pour résoudre la crise. Quand d'ailleurs vous avez dit que Tshisekedi a commis des crimes politiques, et Nanga aussi a commis des crimes... Moi, je suis très clair. Je suis très clair. Oui, je comprends. Je suis clair. Les crimes. Le problème, c'est que on ne voudrait pas. Les crimes politiques. On ne voudrait pas lancer un message comme si la rébellion paye. Si on acceptait tous les autres, elle a de participer à ces dialogues. C'est ce que le pouvoir refuse. Non, vous savez, le pouvoir dialogue avec la rébellion. Le pouvoir dialogue avec la rébellion, qu'on nous arrête un peu cette comédie. Le pouvoir est avec la rébellion à Doha, le pouvoir est avec la rébellion en Suisse. Mais curieusement, personne ne sait de quoi il parle là-bas. Ni moi, ni vous. Et pourquoi ça prend du temps? Or, le dialogue que nous voulons, c'est le dialogue où tout le monde doit pouvoir savoir ce que tout le monde veut pour que nous puissions trouver la solution. Et comment un dialogue comme ça peut être refusé? En ce moment, nous pourrons dire qu'il y a un complot contre la République. Comment des gens qui parlent entre eux ne veulent pas qu'il y ait un dialogue qui intègre tout le Congolais autour d'une table? Il faut qu'il y ait un dialogue qui intègre tout le Congolais. Et dans ce dialogue, évidemment, ça ne sera pas un dialogue où on va donner des chèques en blanc aux gens. Ça sera un dialogue qui va parler aussi de la justice transitionnelle. La justice transitionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire paix, vérité, réconciliation, réparation et non-répétition. Et pour en arriver, il faut définir les crimes qui ont été commis. Et moi, je vous ai dit que les crimes, il ne faut pas simplement avoir les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, qui sont des crimes pour moi, qui sont des crimes qui doivent être poursuivables. Il n'y a pas d'amnistie pour ça. Mais pour des crimes qui sont des crimes politiques. Et moi, j'ai dit, les crimes politiques ne sont pas seulement commis par ceux qui ont pris des armes. Même ceux qui sont à Kinshasa ici, qui se rebellent contre la Constitution, sont dans un crime politique. On ne peut pas se rebeller contre la Constitution. La Constitution, c'est la loi fondamentale qui nous régit, nous devons la respecter. Et les tout premiers et les tout derniers qui doivent violer cette Constitution, ça doit être M. Tshisekedi. Lui, il doit défendre la Constitution, il a prêté serment sur cette Constitution. Dans cette Constitution, il y a les questions de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale, les questions de la cohésion, les questions de l'alternance politique qui doivent être respectées par lui. Et donc, toute personne qui s'évertue à mener des campagnes, comme je le vois à la télévision, à dire que cette constitution c'est un chiffon, nous devons le changer, et tout ça, travaille vraiment dans le cadre de ce que nous appelons une tentative de putsch constitutionnel, ce qui est repris dans l'alinéa 2, allais-je dire, de l'article 64 de notre constitution. Et c'est un crime politique. C'est un crime politique. Si nous voulons la cohésion de ces pays, nous devons pouvoir nous en tenir au pacte républicain qui a été produit. Et ce pacte républicain, c'est toute une histoire. Et si Tshisekedi est très sincère dans ce qu'il dit que nous ne pouvons pas bâtir ces pays sans réconciliation, sans cohésion nationale, et qu'il met dans ce mot cohésion nationale l'acceptation de contradictions. La cohésion doit d'abord, pour que nous arrivions à la cohésion nationale, il faut l'acceptation de contradictions. Il faut que les gens cessent ce que je vois sur les réseaux sociaux. Toute personne qui réfléchit est qualifiée automatiquement de Rwandais lorsqu'il émet, une opinion qui n'est pas nécessairement celle de l'Union sacrée. On le considère comme un Rwandais et ça, c'est extrêmement grave. Nous ne pouvons pas arriver à l'unité nationale, à la cohésion nationale, à recouvrer la souveraineté si nous ne parlons pas entre nous Congolais. Et parler, ça nécessite nécessairement que nous puissions parler aussi avec ceux qui ont pris les armes. Pas simplement que ceux qui ont pris les armes parlent avec le pouvoir et que nous ne sachions pas de quoi ils parlent, en réalité. Monsieur Luboya, qu'est-ce que la population congolaise peut attendre vraiment exactement de la 64? D'autant plus que vous-même, au sein de la 64, il y a déjà apparemment des guerres, parce qu'il y a eu d'autres départs au sein de votre coalition. Ce sont de mini-frétins, de gens qui sont partis, qui ne représentent rien. Et je ne souhaite pas leur donner l'importance qu'ils n'ont pas.
en abordant les questions le concernant. Maintenant, qu'est-ce que la population doit attendre de nous? Moi, je pense qu'il ne faut pas que la population entende quelque chose de nous au sens que nous allons lui donner quelque chose. Mais ce que la population doit pouvoir faire, c'est rester vigilante. Ce qu'elle va pouvoir faire pour recouvrer le respect de l'ordre constitutionnel, c'est évidemment de s'exprimer à travers son ras-le-bol dans une action citoyenne et pacifique qui est organisée le 15 septembre de ce mois, en allant au palais du peuple où se trouve la patate chaude qui a été envoyée par M. Tshisekedi, qui n'a pas voulu que le peuple vienne au niveau du palais de la nation, mais que le peuple aille voir un peu et saluer les députés nationaux le 15 septembre. Et cette marche pour vous représente comme une solution idéale? Non, il n'y a pas de solution idéale. Il n'y a pas de solution qui soit des solutions... après cette solution, il n'y a plus rien. Nous sommes dans un combat politique. Nous sommes dans un combat de résistance. Et dans ce combat de résistance, nous savons que tous les moyens que cette constitution nous donne pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit respectée seront employés et que le peuple gagnera cette bataille. Ce dont nous sommes rassurés, c'est ça. Donc nous allons mener cette résistance jusqu'au bout. Monsieur Mathieu, vous êtes aussi, comme je dis, le président national du parti politique Ancienne Conscience Nationale. Parlez-nous exactement de votre parti, qu'est-ce que vous faites comme des activités? Non, en fait, ce que je peux vous dire de la Conscience nationale, c'est que le parti se porte très bien. Le parti a eu un nouveau secrétaire général depuis le 15 août 2026. C'était d'ailleurs une date assez symbolique parce que nous avons le même jour signé le pacte de confiance et de gouvernance et de conduite de la coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel. Et à cette date, nous avons nommé un nouveau secrétaire général du parti, Maître Josué Matadi, qui, par le passé, avait déjà occupé de fonctions assez importantes, comme les fonctions de secrétaire général adjoint chargé de la communication, ensuite chargé de la mobilisation, mais avec des missions. Les missions, c'est des missions prioritaires, qui sont au nombre de 7. Entre autres, le fait qu'aujourd'hui nous traversons les enjeux politiques, des grands enjeux politiques, qui reposent essentiellement sur le respect de l'ordre constitutionnel et qui demandent l'engagement de la jeunesse, des femmes, de vieux, de tout le monde. Il fallait faire cette réforme au niveau du secrétariat général pour que le parti, avec nous, la présidence, puissions faire en sorte que nous soyons au rendez-vous de ces enjeux-là. Mais il faut également souligner que notre parti a un candidat président de la République qui a été investi le 25 octobre 2025, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabunda, investi par la Conscience nationale à Kinshasa lors d'un congrès extraordinaire. Et lorsque vous avez un candidat président de la République depuis 2025, c'est-à-dire que vous êtes un parti qui travaillait pour le respect de l'ordre constitutionnel. Mais faire gagner quelqu'un à la présidence de la République demande une énergie pour mobiliser les bases. Et votre parti en a? Bien sûr. Vous savez, notre parti est au niveau où se traitent les questions importantes de la politique congolaise. Dans un pays, nous avons le pouvoir et nous avons l'opposition. Nous avons la société civile ne fait pas vraiment la politique, elle est pour la pression. Mais nous avons le pouvoir, nous avons l'opposition. Et dans l'opposition, ce n'est pas que tout le monde qui est dans l'opposition pèse la même chose. Dans l'opposition, il y a des salons politiques de l'opposition. Et lorsque vous êtes un parti qui avait une place dans un salon politique comme celui de la CGC, où nous occupons la coordination, nous sommes dans la coordination, et vous avez un salon politique comme la C64, où nous sommes dans la conférence de présidents, et parmi les créateurs, où nous jouons un rôle important dans les secrétariats de cette opposition, nous pouvons dire que nous avons, oui, jeune parti politique, oui, nous le sommes, mais un parti politique qui se trouve quand même, qui siège au niveau le plus important de la société congolaise. Merci beaucoup, Monsieur Mathieu Luboya. Nous sommes arrivés vers la fin de cette émission. Un mot à la population qui vous ont suivi dès le début de cette émission. Un mot d'abord aux membres de notre parti, pour dire la conscience nationale, elle va permettre à ce que nous ayons ce que nous appelons la renaissance politique. Un mot à la population congolaise, c'est dire qu'il faut nous mobiliser, nous devons rester vigilants pour
l'événement du 15 septembre, nous mobiliser à travers les points de rassemblement qui seront communiqués pour cette grande marche du 15 septembre. Le peuple vaincra et 2028, s'en sera fini pour le régime Tshisekedi. Merci beaucoup, Monsieur Mathieu Louboya. C'était notre invité, notre élite d'aujourd'hui. Il est président national du parti politique Conscience Nationale, CONA en sigle. Il est coordonnateur exécutif national adjoint de la gauche. Il est signataire de la déclaration du 19 mai de la C64. Avec lui, nous avons parlé des origines de cette coalition C64. Question, dialogue, leur marche annoncée au 15 septembre. Merci en tout cas de répondre à notre invitation. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. C'est moi, merci de cette opportunité pour s'exprimer sur des questions aussi importantes qui concernent notre nation. Merci beaucoup. Rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Au revoir.